Donc, bonjour à tous, bienvenue au webinaire Eva et CHU de Nantes pour parler de la valorisation des données de santé issues des entrepôts de données de santé. On va se présenter à vous. Donc, je suis Diane-Charlotte Baillet, directrice des partenariats chez Eva, entité de la Poste Santé et Autonomie. Je vais laisser Étienne se présenter ainsi que Fanny. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Étienne Mengebar, je suis responsable du département innovation et développement au CHU de Nantes. Et donc mon département a la responsabilité de valoriser les bases de données issues du CHU de Nantes et donc c'est dans ce cadre-là qu'on est amené à travailler avec la société EVA. Bonjour à tous, je suis Fanny Raguido, je suis pharmaco-épidémiologiste, pharmacien, directrice scientifique chez Eva. Donc, rapide présentation d'Eva pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, nous sommes un bureau d'études spécialisé dans la stratégie et la valorisation des données de santé, une équipe d'une centaine d'experts spécialisés dans la réalisation de diverses études sur données de santé, que ce soit des études observationnelles, des études épidémiologiques, ainsi que des études chaînées avec une expertise depuis plus de 20 ans dans l'exploitation des données médico-économiques du système national des données de santé. On a aussi la capacité d'aller collecter de la donnée primaire et de mener des études cliniques et du recueil de données d'accès précoce, et au travers de diverses expertises scientifiques, réglementaires, data management, biostatistique, intelligence artificielle. Et puis, depuis notre intégration au groupe DocaPost en 2022, nous avons développé une capacité à développer des plateformes de données avec quelques entrepôts de données de santé dont nous sommes responsables de traitement. Et dans cette stratégie aussi de se rapprocher de nouvelles sources de données et d'amplifier aussi notre lien avec le monde hospitalier, nous avons de plus en plus d'interventions en collaboration avec des entrepôts de données de santé, en s'appuyant bien évidemment sur d'autres actifs du groupe La Poste Santé Autonomie. On est aujourd'hui en capacité d'accompagner les acteurs de santé dans leur et plus précisément dans la valorisation des données issues des entrepôts, avec des collaborations autour de cas d'usage sur les données, mise en place d'outils de pilotage, et puis apport de méthodologie et de design d'études. Pour être un petit peu plus concret sur notre stratégie de développement d'accès à la donnée hospitalière, nous commençons à développer un réseau de partenaires pour accélérer cet accès. On travaille avec plusieurs CHU, en particulier évidemment le CHU de Nantes, avec qui nous avons tissé un partenariat étroit dont on va pouvoir vous présenter les contours. Mais on travaille aussi en collaboration avec la société Lifen dans la valorisation de cohortes multicentriques par spécialité, en particulier leur cohorte autour du cancer du poumon. Et puis, historiquement, en collaboration avec les hospices civils de Lyon pour accéder à leurs données issues du soin. Donc, ces partenariats nous permettent d'accélérer la contractualisation et la réalisation d'études de faisabilité et de disposer de données qui nous permettent de répondre à des besoins exprimés par nos clients, souvent pour compléter les données du SNDS avec des informations cliniques dont on ne dispose pas dans les bases de données médico-administratives. Évidemment, les données issues des établissements nous permettent de valider des diagnostics cliniques et puis d'apporter de la robustesse aux résultats sur des données observationnelles. Et puis, on a aussi régulièrement des demandes ad hoc exprimées par nos clients pour répondre à leurs projets scientifiques qui nécessitent d'accéder à la donnée hospitalière. En synthèse, donc Eva peut accompagner les projets d'entrepôts de données de santé avec des expertises fonctionnelles pointues sur les données de santé, sur les aspects réglementaires et conformité, et des expertises spécialisées aussi en méthodologie, avec les équipes notamment de Fanny, spécialisées en pharmaco-épidémiologie, rédacteurs médicaux et biostatisticiens. Et enfin, donc ce matin, on va vous montrer comment aussi on intervient dans le cadre de la valorisation des données des établissements au travers de la collaboration avec le CHU de Nantes. Je passe la parole à Étienne. Merci. Alors,
Juste sur le contexte CHU, ce qui est intéressant de comprendre, quand on a un CHU, c'est qu'on est positionné sur toute la chaîne de valeur de la donnée, puisque, lorsqu'on soigne, un patient, on génère cette donnée-là. Donc on est, effectivement producteur de données, mais aussi on exploite cette donnée, notamment dans le cadre de projets, d'utilisation secondaire de ces données-là. Et donc on est positionné sur vraiment toute cette chaîne de valeur. Alors c'est un propos introductif, parce que c'est très important, ensuite pour faciliter la compréhension de la façon dont est structuré notre entrepôt de données de santé. Alors on a la chance d'avoir un entrepôt de données de santé vieux, alors ça ne veut pas dire vieillissant, ça veut dire expérimenté. C'est un entrepôt qui a été approuvé par la CNIL déjà depuis 2018, donc on a développé un certain savoir-faire. Et c'est piloté, par une équipe qui s'appelle la clinique des données, dont l'objectif est de prendre soin de cette donnée-là. C'était une équipe qui a été créée sous l'intuition du professeur Gouraud, heu et qui maintenant, opère depuis, 2018 et qui permet d'exploiter de manière secondaire l'ensemble des données issues du soin. Évidemment, donc la clinique des données est constituée, essentiellement de chefs de projet, de data engineers et d'épidémiologistes, mais ça ne suffit pas à exploiter la donnée puisqu'on doit travailler, dans l'alimentation de cet entrepôt et donc on a, un travail très important d'intégration des données qui est fait, par des équipes techniques issues de notre direction, des systèmes d'information. Quelques chiffres clés, on a à peu près 3 millions de patients dans cet entrepôt de données de santé, avec plus de 700 millions de données structurées. Je reviendrai sur les données et les flux de données qui alimentent cet entrepôt et environ 100 millions de données textuelles, qui ne sont non structurées, mais qui nous permettent quand même, d'aller, d'utiliser cette donnée. Donc il y a une production scientifique, assez importante, hein, puisque, on a plus de, 150 publications, autour de l'usage de ces données. En termes de données disponibles dans notre entrepôt qui est Hop, alors je le précise, on est l'un des rares entrepôts à avoir publié, l'ensemble de nos travaux, et notamment un travail sur comment on a structuré cet entrepôt. Donc toutes ces données sont visibles, et sont publiées. Donc on a des données textuelles, essentiellement des comptes rendus, de différentes spécialités, des rapports d'analyse et puis, des données structurées, notamment l'ensemble des caractéristiques des patients, l'âge, le poids, la taille, des données sur les séjours, les mouvements des patients, les diagnostics, via le codage notamment PMSI et puis des résultats de biologie. Donc, je vous invite, si vous voulez aller un peu plus loin sur la compréhension de notre entrepôt et les différents flux de données, à aller, regarder cette publication qui est référencée sur cette slide. Ce qui est intéressant, au CHU de Nantes, c'est on fait partie d'une initiative qui s'appelle le West Data Hub, et qui a permis, à l'échelle du Grand Ouest de structurer, de la même façon nos entrepôts et donc d'avoir une architecture informatique commune à l'ensemble des CHU et CH, de la région Grand Ouest et ce qui nous permet, de dupliquer les études qu'on fait en local à l'échelle, du West Data Hub et donc l'un de nos ambitions aussi, dans notre collaboration avec Eva, c'est de pouvoir étendre, les bonnes pratiques, les bonnes idées qu'on a au sein de notre partenariat à l'échelle, du Grand Ouest. Donc c'est une très belle opportunité, qu'on a pour, évidemment faire des études multicentriques sur données. Donc vous avez un petit schéma avec les différents participants et la façon dont est structuré, le West Data Hub. On va parler, aussi de cas d'usage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, concrètement de ces données, et notamment d'un point de vue des partenaires industriels qu'on a. Donc on a plusieurs demandes, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que les demandes concernent à la fois, les données cliniques issues de notre recherche clinique, les cohortes de patients, mais aussi les données de soins et ces 2 typologies de données différentes peuvent répondre à des besoins différents. Je vais y revenir. Donc on travaille à la fois avec des medtech, des pharma, des CRO, mais aussi, des startups, qui ont besoin d'accéder à de la donnée alors sur la droite de cette slide pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle, créer des jumeaux numériques ou aider à la décision, aider à prendre des décisions d'un point de vue performance opérationnelle, notamment typiquement regarder l'évolution d'une prise en charge d'un dispositif. On a aussi des cas d'usage, qui sont, plus réguliers, j'allais dire, notamment autour de et on y reviendra puisque c'est l'objet de notre collaboration avec Eva, des études épidémiologiques où là, l'objectif est vraiment de décrire, une population, donc c'est vraiment des études descriptives, du screening de population. On peut faire des études médico-économiques ou pharmaco-épidémiologiques pour, mesurer le bénéfice d'un médicament.
ou mobiliser les études ou les données du SNDS pour mesurer l'impact d'un produit ou d'un service sur notre système de santé. Et puis enfin, on a des analyses plus exploratoires en R&D où là, on a besoin d'aller chercher de la donnée brute, notamment des données d'imagerie, des lames d'anatomopathologie pour aller développer et faire de la R&D, notamment par exemple pour faire de la recherche de biomarqueurs. Donc là, vous avez un petit peu tout le panel d'utilisation des données qu'on peut faire aujourd'hui avec nos partenaires. Et puis, évidemment, le potentiel de ces données, génère, de l'intérêt, pour nos partenaires et donc on avait besoin de structurer, à la fois un guichet unique et donc on a maintenant une personne dédiée à la valorisation des données au CHU de Nantes, ce qui est une vraie force, hein, pour, gérer l'ensemble de ces demandes. Et donc c'est un guichet unique où on peut centraliser ces sollicitations, notamment pour nos partenaires externes. On accélère les collaborations autour de ces données-là. Je vais vous présenter quelques exemples et puis évidemment, on accélère, finalement le démarrage de ces projets-là. Ce qu'il faut comprendre et c'est tout l'objet de notre partenariat avec EVA, c'est que l'une des premières difficultés, lorsqu'il s'agit de faire un projet sur données, c'est d'identifier où est la donnée et quelle est la donnée disponible. Évidemment, c'est une étape qui arrive après avoir bien caractérisé la question, et donc on a besoin pour bien caractériser une question, d'expertise médicale qui vont traduire ce besoin, cette question médicale en une question requêtable sur donnée. Et donc c'est important, de bien identifier quelles données sont disponibles, dans nos structures pour pouvoir bien répondre à ces questions médicales. Et donc on a développé ce Data Studio qui est une offre, hein, une offre de service avec, différents services que je vous présente ici, notamment, l'accès à un data catalogue, donc ça c'est un data catalogue qui ressemble l'ensemble de nos études cliniques, de nos recherches cliniques et de nos cohortes disponibles au CHU de Nantes. On a quasiment 700 essais qui alimentent ce data catalogue, qui est en fait une liste de métadonnées disponibles au CHU. On peut réaliser des data mapping, c'est-à-dire qu'on a des besoins qui viennent de nos partenaires et qui nous disent est-ce que vous avez de la donnée disponible potentiellement pour répondre à cette question. Et donc là, on vient interroger à la fois notre catalogue et à la fois notre entrepôt de données de santé quand il s'agit de données de soins pour voir si on a la donnée disponible pour répondre à la question. On peut le faire aussi de manière prospective et créer des data marts thématiques. Par exemple, vous êtes intéressé sur une aire thérapeutique particulière et donc on vient créer un data mart, un espace sur données où on vient constituer une cohorte rétrospective sur ce besoin-là. Évidemment, on ne peut rien faire autour de la donnée sans l'expertise médicale et l'expertise des épidémiologistes. Et donc ça, c'est quelque chose qui va de soi, mais qui est important de le rappeler dans cette offre de service. Et enfin, et c'est la finalité de l'ensemble des projets sur données, c'est d'être en capacité d'aller transférer cette donnée pour qu'elle puisse être mobilisée, utilisée, analysée par nos partenaires. Et ça sous-entend d'avoir la capacité à transférer les données, mais c'est pas ça qui est le plus difficile, mais c'est plutôt l'ensemble des mesures contractuelles et réglementaires nécessaires à mettre en place pour pouvoir transférer de la donnée vers l'extérieur. Je pourrais prendre des questions à la fin de ce webinaire. Et donc, on est parti du constat que on avait beaucoup de projets de faisabilité, mais finalement assez peu de projets sur données. Donc, on perd beaucoup de temps en fait avec nos partenaires sur les premières étapes des projets, les étapes préliminaires, et notamment identifier est-ce que la donnée est disponible pour répondre à la question. Et donc, l'objectif de notre partenariat cadre entre EVA et le CHU Nantes, c'était d'accélérer les premières étapes et notamment les études de faisabilité sur données. C'est le cœur de notre partenariat stratégique dont l'objectif est de dérisquer à la fois pour nos partenaires et pour nous les projets de faisabilité et aller plus vite dans le démarrage de ces projets-là et d'avoir un framework, un périmètre contractuel qui nous permette de le faire et de le faire très vite. Et donc, on a signé cet accord l'année dernière et on va vous présenter évidemment quelques réalisations. Et peut-être je laisse la parole à Diane Charlotte qui va vous présenter peut-être l'apport de cet accord cadre pour EVA. Oui, en effet, merci Étienne. Ce qui est assez singulier dans cette contractualisation, c'est qu'effectivement, on a la possibilité de mener des études de faisabilité de manière très fluide et plus rapide avec le CHU de Nantes. Et c'est clairement cette première étape qui est nécessaire lorsque on engage de notre côté la discussion avec certains de nos clients qui sont intéressés par de la donnée hospitalière.
Et donc, c'est cette étape de faisabilité qu'on essaye d'être la plus agile possible pour pouvoir être compatible avec les délais aussi et les exigences des industriels. Et puis aussi, il y a la complémentarité de nos expertises, avec la connaissance fine que vous avez de vos propres données et nous, les contacts quotidiens qu'on a avec nos clients, avec les besoins d'expertise qu'on peut leur apporter. Et puis, j'ajouterais aussi notre connaissance approfondie des sujets d'appariement de données, dont on pourra tirer le fil, j'espère, dans le cadre de notre partenariat dans de prochaines études. Fanny, on peut te laisser la parole pour commencer à illustrer quelques cas d'usage plus généraux qu'avec le CHU de Nantes, mais je pense que c'est une bonne introduction en la matière. L'idée ici, c'est deux petits exemples en fait de projets, parce qu'on n'a pas attendu qu'il y ait des entrepôts de données de santé pour s'intéresser à la donnée hospitalière qui est riche et qui permet de répondre à des questions pour lesquelles on ne peut pas répondre avec le SNDS, le PMSI, qui est notre base de prédilection. Donc, un premier exemple en psychiatrie, où là, c'était une demande d'un praticien hospitalier qui rêvait d'un espèce de petit outil qui permettrait à l'entrée d'un patient dans son service de psychiatrie de pouvoir avoir un petit pop-up, un petit signal qui dirait dans quelle mesure ce patient est à risque, potentiellement à risque d'être réhospitalisé compte tenu des différents critères de ce patient et donc d'avoir une attention particulière sur ce patient. Donc c'est dans ce cadre-là que ce projet a été initié, de pouvoir travailler sur voilà, quels sont les facteurs de réhospitalisation de patients dans les 2 ans après une première hospitalisation en psychiatrie, puisqu'on sait que c'est fréquent, ça arrive dans 50% des cas, et qu'il y a différents mécanismes qui existent dans la littérature, à la fois des caractéristiques sociales, des diagnostics cliniques, des comorbidités, des antécédents médicaux, et toute la prise en charge également qui a pu être pris dans le cadre de l'hospitalisation. Donc, on a travaillé au CH de Rouffach avec des données avec 10 années d'historique, où on a pu récupérer des informations sociodémographiques, cliniques, de diagnostic, de durée de prise en charge à l'hôpital, également tous les traitements qui avaient été prescrits et au cours du séjour et au moment de la sortie. Et sur cette cohorte de 33 633 patients, c'est précis, on a pu donc identifier et prédire le risque de réhospitalisation en psychiatrie dans les 2 ans qui suivaient l'hospitalisation. Donc, on a mis en place des méthodes de machine learning. Ce n'est pas l'objet de ce travail-là, mais du coup, à côté, vous avez une petite représentation de ce que ça peut donner avec un diagramme des valeurs de Chaplet qui vous montre comment vous avez donc listé l'ensemble des variables qu'on a mis dans notre modèle. Et à droite, vous avez les valeurs de Chaplet. Quand on est au-dessus de 0, c'est que du coup, c'est une prédiction importante de la réhospitalisation dans les 2 ans. Et quand vous êtes à gauche, sur des valeurs négatives de la valeur de Chaplet, c'est du coup des valeurs qui sont non prédictives de la réhospitalisation. Et on joue également sur les couleurs. Avec le rouge, c'est une valeur haute et le bleu, c'est une valeur qui est faible. Donc, en fait, vous voyez, pour la durée d'hospitalisation, vous voyez que du coup, des valeurs une durée d'hospitalisation courte étaient des facteurs importants de réhospitalisation des patients dans les 2 ans. Et donc, on a pu comme ça screener l'ensemble de ces variables pour tous les patients. Chaque petit point là que vous voyez, c'est un patient et on peut un petit peu se rendre compte de l'état de notre cohorte. Après, on a été plus loin sur des méthodes de PLS-DA pour aller combiner en fait ces valeurs, ces facteurs et pour pouvoir avoir plutôt un profil patient. Mais voilà, grâce à ces données, on a pu répondre à la question de ce médecin, de savoir du coup quels étaient les facteurs qui allaient être vraiment prédictifs de la réhospitalisation de ces patients. Les limites qu'on peut noter, c'est que on avait uniquement par exemple le décès au sein de cet hôpital, on n'avait pas les autres informations de décès si le patient décédait chez lui ou s'il décédait dans un autre hôpital. Et également, c'est du monocentrique, donc là, c'est pas quelque chose qui peut être finalement adapté, utilisé dans d'autres CH, donc d'où l'intérêt d'avoir plusieurs hôpitaux pour mutualiser les données. L'autre exemple que je voulais également partager avec vous ce matin, c'est un exemple dans la migraine, où là, c'est un industriel pharmaceutique qui nous avait posé cette question, à savoir que voilà, il avait besoin pour alimenter son dossier de transparence de données sur la qualité de vie des patients qui souffraient de migraines et différents types de migraines, les migraines épisodiques de haute fréquence ou les migraines chroniques. Donc, pour ce faire, on a été vous chercher des informations auprès du CHU de Nice qui dispose d'une base de données de patients atteints de migraines.
prise en charge au CHU de Nice et à Marseille. Et donc, à partir de cette base, nous avons pu donc identifier des patients migraineux pour lesquels on a été recueillis des données de qualité de vie et également été collecté le type de migraine, chose qui est cliniquement importante à connaître, et également d'autres informations qu'on a pu utiliser et qui étaient disponibles, c'était donc d'écrire ces patients, mais également leur prise en charge thérapeutique, avec toutes les thérapeutiques qui ont aussi un impact sur la prise en charge et sur le coût de la prise en charge, ainsi que du coup la qualité de vie. À droite, vous voyez un petit peu les représentations qu'on a fait. Donc, c'est une espèce de mapping avec toutes les échelles en fait de qualité de vie qui ont été recueillies. Et puis avec une variation de couleur. Avec jaune, c'est le nombre important de la cohorte qui est représenté dans cette échelle de qualité de vie. Et en bleu, c'est un nombre très faible de patients. Donc voilà, pour l'échelle du score HAD, on pouvait voir du coup qu'il y avait beaucoup de patients qui étaient au-dessus de 12, donc des patients qui étaient anxieux, c'est normal, c'est la population, c'est des facteurs en tout cas qui sont en lien avec la migraine. Donc, grâce à du coup ces données hospitalières, on a pu répondre à la question du client. Il a pu fournir des éléments dans son dossier sur la qualité de vie et sur le coût de prise en charge de cette petite cohorte de patients. On n'est que sur 600 patients, mais c'était déjà quand même intéressant d'apporter ces éléments-là. On va rentrer du coup dans un premier exemple de collaboration qui est issu aussi d'une étude SNDS, une étude SNDS dans la vaccination grippale, avec des principales limites du SNDS que vous pouvez imaginer, c'est que du coup pour identifier les cas de grippe dans le SNDS, on peut travailler uniquement sur l'hospitalisation en utilisant les diagnostics hospitaliers de sortie d'hôpital via le PMSI avec les codes SIM10 de grippe, J09 à J11, et en utilisant le diagnostic principal, le diagnostic relié ou le diagnostic associé. Donc, on avait utilisé dans ce travail plusieurs combinaisons d'algorithmes pour pouvoir identifier l'autre outcome qui était la survenue de la grippe. Malheureusement, du coup, avec les données du SNDS, il y a des biais de codage qui sont possibles. On n'a pas la présence d'un test grippe, PCR grippe, donc ce qui fait qu'on n'est pas certain à 100% que les cas de grippe qui sont diagnostiqués sont bien des vrais cas de grippe. Et donc, souvent, les limites de nos études SNDS, c'est que il faut, en tout cas, faudrait pouvoir valider cet algorithme d'identification de la grippe pour pouvoir augmenter le niveau de preuve des résultats qu'on publie, et notamment, du coup, quand on est sur du comparatif, de pouvoir se rapprocher le plus possible, du coup, d'un essai randomisé qui est notre gold standard pour pouvoir avoir ces éléments-là. Donc, on a travaillé avec le CHU de Nantes sur une faisabilité de pouvoir conduire une étude de validation du codage PMSI versus les données issues du CHU de Nantes qui disposent, comme vous l'imaginez bien, les résultats des tests PCR et les tests rapides contre la grippe. Donc, ce que nous a été demandé par les équipes d'Étienne, c'est de faire un petit cahier des charges, alors un petit synopsis, un petit élément de contexte avec la population qu'on souhaitait étudier. Donc là, les individus âgés de 65 ans et plus hospitalisés pour grippe, avec les codes SIM10 nécessaires, la saison grippale qui nous intéressait, et également, du coup, les variables nécessaires pour conduire ce travail. Donc, les tests PCR grippe avec leurs résultats, les tests rapides avec leurs résultats, et également, si possible, d'avoir la vaccination grippale issue des comptes rendus disponibles à l'hôpital. Du coup, je te laisse la parole, Étienne, puisqu'après, cette demande est arrivée dans tes équipes pour traiter la FESA. Merci. Donc là, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on entend par un rapport de faisabilité. Donc ça, c'est vraiment une étape préliminaire au projet. Donc il y a 5 éléments importants sur ces études de faisabilité. Il y a d'abord la réinterprétation, ce que je disais, de la question qui nous est posée en une question qui est requêtable, ou mobilisable, par l'équipe de la clinique des données. Il y a 2, une présentation de la méthode ou des méthodes utilisées pour identifier, la population mobilisable dans cette étude. Il y a les modalités de mise à disposition de données, ça c'est l'élément 4. Et puis 5, une estimation budgétaire. Donc avec ce rapport de faisabilité,
données, on est en capacité de dire oui ou non on a la donnée, voici la méthodologie ou les méthodologies qu'on va utiliser pour mobiliser la population en question, et 2, en combien de temps et combien ça coûte pour le faire. Donc ça, c'est très important. Vous voyez, on a déclenché la demande en février. En mai, au bout de 3 mois, on a l'ensemble de ces données disponibles dans ce rapport de faisabilité. Alors voilà, en termes de méthodologie, voilà un petit peu le screening qui a été réalisé. Donc le screening initial a été fait par codage SIM10. Il y a des patients, notamment sur le critère d'âge qu'on ne pouvait pas inclure. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de critères d'opposition. Il faut savoir que, on a un portail de transparence ici au CHU Nantes, et donc des patients, ce qui est bien normal, peuvent décider de s'opposer à un certain nombre d'études ou la réutilisation secondaire de leur étude. Et donc on exclut évidemment l'ensemble de ces patients qui ne peuvent pas être inclus pour des critères d'opposition. Et donc on se retrouve avec 500 patients incluables dans le cadre de cette étude. Et puis on a une idée aussi évidemment de la temporalité de prise en charge de ces patients à l'hôpital. Ce qui est intéressant, c'est de challenger la méthode par codage SIM10 avec d'autres méthodes utilisables pour requêter notre entrepôt. Donc c'est ce que vous voyez ici. On peut aller regarder les comptes rendus médicaux. L'outil EOP nous permet de faire de la recherche par mots-clés, et donc avec les bons mots-clés, on peut aller identifier directement dans les comptes rendus médicaux les patients incluables. On a aussi une autre possibilité, c'est d'aller regarder les résultats biologiques. Donc ça, c'est un autre flux de données qui peut être utilisé soit pour confronter la population identifiée par SIM10, ou soit simplement pour la compléter. Donc voilà un petit peu les éléments de méthode, ce qui nous a permis d'aller identifier la bonne population, ce que je vous montre ici, pour répondre à la question. Ça en 3 mois, avec une idée du délai de mise à disposition des données et du coût nécessaire pour la mise à disposition de cette donnée. Donc c'est important, ça c'est quelques messages à faire passer pour le bon succès de ces études de faisabilité. Déjà, l'importance de faire une étude de faisabilité, ça permet de ne pas avoir de mauvaises surprises au moment où on se lance dans l'étude en termes de population, de prix, de coût, de durée. Importance de la précision de la question posée, et ça c'est tout le travail de la discussion entre EVA et CHU de Nantes. C'était de bien définir le besoin et de le traduire en une question requêtable sur nos données. Associer les expertises et notamment épidémiologiques, hein, pour enrichir le plus possible la question, et puis donner un indice de faisabilité qui correspond à notre capacité à mettre à disposition de la donnée, et avec des effectifs suffisants. Donc c'est pour ça qu'une étude de faisabilité prend un petit peu de temps, parce qu'elle permet d'aller beaucoup plus vite et d'accélérer ensuite, et de dérisquer, c'est-à-dire de ne pas avoir de mauvaises surprises au moment où on se lance dans le projet enfin dans le projet global. En synthèse, peut-être, si tu veux commencer, toi, Étienne, sur les perspectives de notre collaboration, et puis je terminerai par du point de vue d'Eva. Moi, le point positif, c'est de se connaître, c'est-à-dire à la fois pour Eva, c'est de savoir comment poser les questions, comment nous mobiliser, et nous, à l'inverse, d'avoir des questions qui sont mieux qualifiées. Et donc, on perd moins de temps dans la mise en place de ces études de faisabilité. Évidemment, on a un accord cadre qui nous permet d'aller très vite et ne pas se poser la question de comment on va contractualiser, dans quel délai. Donc, ça va très vite. Et donc, on espère observer un vrai effet levier, hein, parce que nous, on a une démarche très volontaire de valorisation de nos données de soins. Et donc, nous, l'objectif, c'est d'observer un effet levier et de réaliser plus d'études de faisabilité qui sont converties plus souvent en une étude sur données complète. Donc nous, on est ravis de cette collaboration, et on espère pouvoir développer plus de cas d'usage avec Eva. Merci Étienne, plaisir partagé d'avoir pu se tester sur cette première étude de faisabilité, en espérant qu'il y en aura évidemment d'autres. Quelques points de vigilance qu'on a testés ensemble, hein, évidemment sur la qualité des données. Je pense que les échanges et le délai nécessaire pour réaliser cette première étude de faisabilité, c'est la garantie aussi de la qualité, de la robustesse des données qu'on va pouvoir manipuler dans la suite du projet. Les délais de réponse, j'en parlais tout à l'heure, mais évidemment,
On a souvent des clients industriels qui sont exigeants du point de vue des délais, et donc il faut être agile aussi dans la capacité à commencer à donner des premières intuitions, des premières estimations budgétaires au courant de la réalisation de l'étude de faisabilité, pour commencer à donner ces premières indications nécessaires pour pouvoir se projeter dans le futur projet. Et en effet, sur le modèle économique de manière générale et la valorisation financière des données au projet, c'est des éléments importants à partager assez rapidement quand on commence à discuter de ce type d'études. Tu as illustré l'entrepôt Hugo. Donc c'est vrai que pour nous, ce serait une des prochaines étapes sur lesquelles on entend de fortes attentes de la part de l'écosystème, de pouvoir disposer de données multicentriques. Donc j'espère qu'on pourra tester ensemble la possibilité d'aller vers des données multicentriques. Et on est aussi en train de travailler à la prise de connaissance de votre data catalogue au sens large, ainsi que des biocollections du CHU de Nantes, pour voir la manière dont on pourrait contribuer à leur valorisation également. On a des questions. On a des questions. Ouais, c'est moi qui les ai du coup sous la première question, du coup, c'est un peu attendu. Quel serait le coût d'une étude de faisabilité? Alors, tout dépend de la complexité de cette question. Mais l'objectif de la mise en place de cet accord, c'est qu'on prénégocie le coût de ces études de faisabilité, et donc ce qui nous permet d'aller plus vite. Et voilà. Donc, il y a pas de montant unique, forfaitaire. Hein, ça dépend vraiment de la question posée. Je vois les questions aussi, donc je vais peut-être prendre la suivante. C'est les délais d'obtention des résultats en cas d'une étude de faisabilité positive. Je vais répondre côté CHU Nantes, et puis ensuite, je pense qu'il y a une partie de la question qui est pour vous, Eva. Comme je le disais, nous, on fait une étude de faisabilité qualitative, ce qui nous permet d'être sûr d'avoir un indice de confiance très élevé sur notre capacité à déployer le projet ensuite. Donc ça va très vite après, puisque la population est déjà screenée, on sait déjà où sont les patients, et donc on voit l'effet levier aussi en termes de temporalité, puisqu'après on peut aller très vite dans la conversion vers un transfert de données. Donc c'est l'histoire de quelques mois, voilà, 3 mois pour l'étude de faisabilité, et entre 3 et 6 mois pour la suite. Avez-vous un délai moyen pour la mise à disposition des données une fois que la contractualisation est effectuée? Je peux peut-être présenter, on avait une slide annexe qui me semble pertinente, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions autour des délais. Donc vous la voyez là. Alors c'est à titre indicatif, évidemment, parce que peut y avoir des demandes très exotiques, très complexes. Mais ça, c'est les différentes étapes. On a une étape de pré-faisabilité, c'est-à-dire que c'est un coup de fil en réalité sur est-ce que vous pensez qu'on peut répondre à cette question? Si oui, on se lance dans une étude de faisabilité qui dure entre 1 et 3 mois. Alors on est assez conservateur sur ces délais, ça peut aller plus vite que ça. Ensuite, il y a une conformité, enfin il y a différents tracks ensuite qu'il faut suivre. C'est la conformité RGPD, la contractualisation, et la mise en place de la partie IT si nécessaire, évidemment, si les données sont volumineuses. Donc ça vous donne un petit peu des idées, des timings. Donc on est en capacité entre la première demande et la mise à disposition des données de répondre en moins de 6 mois, ce qui est assez compétitif, parce qu'il y a des standards chez d'autres centres, dans d'autres structures qui peuvent être beaucoup plus longues. Donc je pense qu'on est assez compétitif, puisque on essaie de comprimer l'ensemble de ces différents tracks nécessaires. Quel est le montage contractuel entre EVA, le CHU et l'industriel? Alors, il y a un accord cadre, comme on l'a précisé, entre le CHU et EVA. Et puis après, il y a des accords directs entre EVA et vos partenaires et clients. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est envisagé, c'est qu'effectivement, EVA contractualise avec l'industriel pour embarquer la réalisation de l'étude, parce que là, on est dans un cas où c'est EVA qui manipulerait les données fournies par le CHU. Et donc, on a effectivement
un montage entre l'industriel et EVA, et un montage entre EVA et le CHU. Donc ça facilite aussi les aspects contractuels et ça évite les multiples contractualisations croisées. Avez-vous mis en place un registre des études réalisées sur l'EDS et consultable en ligne? Alors, je pense que le portail de transparence fait office de registre. Et donc, c'est un portail qui est disponible en ligne où vous pouvez voir l'ensemble des études réalisées sur les données du CHU. Voilà. Et puis, en parallèle, nous, on a, dans le cadre de cette collaboration, on met à disposition ce data catalogue qui est plutôt ce que vous appelez un registre, je crois, parce qu'il y a un listing des études, des cohortes et essais cliniques réalisés au CHU et dont le CHU est propriétaire, c'est-à-dire promoteur. Enfin, on est promoteur de ces études-là et donc on a la liberté d'utilisation de ces données-là. Encore une question sur les aspects financiers. Avez-vous un ordre de grandeur pour l'estimation budgétaire? Utilisez-vous la grille du HDH? Je pense que tu vas encore devoir faire une réponse de Normand, Étienne, en disant que ça dépend vraiment de la complexité et du cas de figure qui se présente, mais je te laisse peut-être. Oui, bah, ça dépend effectivement hein, de pas mal de paramètres. Évidemment, le coût de mise à disposition des données, la complexité pour aller les chercher, la profondeur de la donnée, la qualité de la donnée, le nombre de patients. Vous voyez, il y a énormément de paramètres qu'on peut prendre en compte dans la valorisation de ces données-là. Donc, on s'inspire effectivement des grilles disponibles, mais on peut aussi en dévier si on les trouve pas forcément pertinentes. Et puis, on a des travaux au sein du West Data Hub aussi pour harmoniser nos pratiques, et ce qui est très utile, voilà, pour être pertinent en fait, hein, parce qu'il y a, on peut valoriser ces données de beaucoup de manières différentes. Donc voilà. Donc désolé pour cette réponse de Normand, mais je peux pas donner d'ordre de grandeur très précis. Bon, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. On va pouvoir vous libérer. Surtout vous remercier de votre attention. Remercier Étienne qui a bien voulu s'associer à nous pour cette restitution autour de la valorisation des données des entrepôts de données de santé. Et puis, on reste bien sûr tous à disposition pour des questions supplémentaires et puis des idées de collaboration qui pourraient émerger suite à cette présentation. Merci à tous. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci beaucoup.